Voilà, merci. Donc, un réseau qui regroupe depuis 2018 et depuis un séminaire qui s'est déroulé un mai sur... Il y a quelqu'un qui parle. Alors, s'il y a quelqu'un qui... Si vous pouvez couper vos micros, en fait. Rien à ajouter de notre côté. Jean-François, je pense que c'est vous. Alors, qui était là, je crois que c'est Fanny Jean-Roy de Bourgogne-Franche-Comté, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Vous pouvez couper votre micro, je pense que c'est vous. Heureusement, nous avions travaillé avec... Merci. Je disais donc le réseau Vécu est un réseau qui existe depuis la fin 2018 et qui regroupe les réseaux des différents vice-présidents de vie universitaire, vie de campus et de vie étudiante, et qui échangent beaucoup sur les pratiques et sur les politiques associées aux vies étudiantes et vie de campus. Et la question de la CEVEC est une question qui revient très souvent dans les différents sujets que nous abordons sur la façon de la piloter. Tous les CDI de l'ESSI, on ne les a pas intégrés. Alors, s'il vous plaît, Monsieur Ventighem, je pense que c'est vous. Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Je pense qu'en tant qu'animateur, vous pouvez couper, il me semble. Moi où je fais ça, parce que... Vous allez à côté du nom, il y a 3 petits points, et normalement, vous devriez pouvoir couper le micro de la personne. Nous, on ne peut pas le faire, mais vous, en tant qu'animateur, c'est possible. Je vais faire ça. Je trouve pas là, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et comme je disais, la question de la CEVEC est une question qui nous anime beaucoup, à la fois dans son pilotage et les interrogations qu'on peut aussi avoir sur le montage des projets, et en particulier sur les montages de projets communs avec d'autres. Il faut un responsable d'appro. Hein. Alexis, je vous laisse enchaîner sur la vue. Je vais essayer de couper Monsieur Ventighem. Pour l'instant, oui. Voilà, j'ai trouvé. Oui, merci Laurent. Bon, écoutez, bonjour à toutes et tous. C'est un plaisir en compagnie donc, de Laurent d'animer cet atelier consacré aux politiques de vie étudiante et à l'ancrage territorial de la CEVEC, et plus précisément sur les actions communes que nous pouvons faire entre collectivités territoriales, entre universités, entre autres institutions ici présentes autour de la contribution de vie étudiante et de campus. Donc avant de passer au déroulé et aux interventions des unes et des autres, je voulais rappeler un petit peu quel était le rôle de la VUF que je représente ici, l'Association des villes universitaires de France. La VUF est une association qui est composée de 92 collectivités territoriales adhérentes. C'est une association de partage, de mutualisation, de pratiques entre des collectivités de taille et de populations très diverses. On a 26 communes de taille très diverses. On a des communes de moins de 20 000 habitants, comme on a des communes de plus de 100 000 habitants. Moi-même, je suis conseiller municipal à Orsay, dans une commune qui est inférieure à 20 000 habitants. Et on traite également avec des métropoles. Il y a 19 métropoles dans la VUF. Il y a même une eurométropole, à savoir celle de Strasbourg. Il y a même un département qui est adhérent. Il y a une communauté de communes. On a plusieurs communautés urbaines. Et on a une majorité de communautés d'agglomération, de 43. Donc voilà, la VUF est une association qui organise un bon nombre de séminaires, de développement aussi sur des sujets transversaux, que ce soit autour de la création d'un réseau européen de vie universitaire, que ce soit autour de guides et d'outils pratiques aussi pour favoriser l'emploi étudiant. Bref, j'aurai l'occasion d'y revenir dans ma présentation un peu plus tard. Mais voilà, nous étions particulièrement intéressés pour co-animer avec le réseau Vécu cet atelier. Et voilà, nous avons une expertise, en tout cas, à apporter dans le sujet, en matière d'interventionnisme, venant des lieux locaux, venant de services également administratifs, de cadres de la fonction publique, de cadres sur les questions de schéma directeur de vie étudiante et leurs articulations. Voilà un petit peu ce qu'est la VUF, qui est présidée par Madame Vautrin, et dont délégué général, François Rio, est une personne très, très assidue dans les nombreux événements organisés par le ministère de l'Enseignement supérieur, aussi France Université, voilà. Merci Alexis. Donc pour démarrer, puis avant de laisser la parole à nos intervenants, juste pour recadrer un petit peu la problématique de l'atelier, bon, ça a été rappelé tout à l'heure par Laurence Lefebvre, c'est vrai que la CEVEC est arrivée en 2018 avec un cadrage qui est arrivé quelques mois plus tard, qui a un peu laissé les établissements
face à cette taxe affectée et savoir un petit peu comment elle allait la gérer. Il y a eu pas mal de tâtonnements les premières années, tâtonnements à la fois renforcés par les 2 années de pandémie, mais aussi les 2 années de pandémie ont montré finalement la souplesse que pouvait être la CEVEC pour réorienter des projets, et en particulier des dispositifs liés à l'aide aux étudiants d'une manière générale. Donc cette souplesse dans l'utilisation pour répondre à la crise a été relativement saluée. Rappelez aussi que finalement, il n'y a aucune année véritablement normale d'utilisation de la CEVEC, que ce soit 2018, 2019, 20 et 21, et que 2022 représente presque l'année zéro de la CEVEC en tant qu'année normale en tant que telle. Avec un certain nombre de questions dans les établissements, une prise de conscience accrue qu'il faut la piloter mieux, la piloter davantage, notamment par l'exigence des indicateurs à remonter, donc ça a été souligné tout à l'heure, et puis la question de la mise en adéquation avec les circulaires, hein, notamment sur les seuils et les seuils d'affectation dans certains domaines. À l'heure des schémas directeurs qui s'imposent à nous, établissements, pour beaucoup, les schémas directeurs sont vus aussi comme une opportunité de pilotage de la CEVEC sur des actions à plus ou moins long terme. Et certains établissements qui ont déjà anticipé les schémas directeurs avant l'arrivée de la CEVEC ont cette expérience-là, et dans les questions peut-être ou les témoignages tout à l'heure, on pourra avoir ce retour-là. Et puis dans un contexte effectivement d'approche territoriale accrue, où également se pose la question plus globalement du financement des projets de vie étudiante, la CEVEC étant qu'un seul canal et pas sans doute pas l'alpha et l'oméga du financement de la vie étudiante. 2 questions centrales aujourd'hui sur ce séminaire, sur cette table ronde. Pour nous, c'est d'abord la première qu'on va poser à nos interlocuteurs, ou en tout cas les témoignages qu'ils vont nous faire, c'est quel appui, en définitive, les collectivités territoriales peuvent amener dans la structuration de ces politiques de vie étudiante et de campus, et en quoi ça peut être complémentaire avec les propres schémas directeurs des établissements. Et puis, en filigrane, également, c'est en quoi les 2 dernières années ont modifié les approches de collaboration. Et finalement, il y a une 3e question derrière ça, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux pour ceux qui ont démarré des collaborations avec les collectivités territoriales. On a 4 intervenants dans la table ronde. On va avoir Maud Maillard qui va démarrer, qui est déléguée régionale académique de l'enseignement supérieur pour le rectorat de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Maud, je vous vois. Bonjour à tous. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, on vous entend bien. On aura également dans un 2e temps Mélanie Galland, qui est directrice régionale académique de l'enseignement supérieur pour le rectorat PACA. Un témoignage de la VUF. Pardon, un témoignage de la VUF par double témoignage avec Isabelle Durand de Marseille, qui est responsable de la division vie étudiante, et puis Alexis aussi, qui représentera différents axes autour de cette collaboration territoriale. Et enfin, on aura un témoignage, Véronique, je vous ai vu tout à l'heure, de Véronique Bricou, qui est vice-présidente vie étudiante et handicap à l'université de Grenoble-Alpes, et qui vient tout juste il y a quelques semaines, a publié, communiqué sur le schéma directeur de son établissement. Bonjour. Alors, Maud, vous avez un support, je crois. Normalement, vous avez la main pour le diffuser. Eh bien, non, Laurent. Eh bien, d'accord, je vais le faire alors. Il faut me donner les droits en tant qu'organisateur. Eh bien, on m'avait dit que c'était le cas, moi, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, je vais le faire. Et puis, Et pendant que vous installez vos supports et avant votre intervention, Madame Maillard, vous présentez un petit peu. Vous êtes déléguée régionale de la région Nouvelle-Aquitaine à l'enseignement supérieur. Je pense, avant d'écouter votre propos, voilà, qu'il serait intéressant que vous puissiez nous présenter un peu plus en détail vos missions, la déclinaison de cette fonction en 2022, notamment à l'heure d'une plus grande transversalité des coopérations, des échanges dans le monde académique et dans le monde étudiant. Et puis quelques autres sujets qui me paraissent totalement importants avec votre présence. C'est aussi le contexte de réactualisation, de création, même dans d'autres régions, de schémas régionaux de l'enseignement supérieur.
Et en tant que délégué régional à la région Nouvelle-Aquitaine, je pense que vous avez quelques éléments pour nous raconter les étapes pionnières de la création de ce schéma dans votre région, et puis comment, pour les autres intervenants de ce webinaire, quels conseils vous nous donneriez pour pouvoir l'articuler en bonne intelligence avec les institutions partenaires ainsi que les collectivités publiques et les acteurs sur le terrain. Voilà, je pense quelques pistes qui peuvent être utiles pour votre intervention et pour la suite de nos échanges. Alors oui, des conseils peut-être pas, je n'ai pas cette prétention. En tout cas, un témoignage sur le travail qui a été engagé dans la région académique, oui. Concernant mes missions, alors je suis à la tête du service régional académique de l'enseignement supérieur, donc on appelle ça le SRAES ici. Alors c'est intéressant de parler des missions du service puisqu'en fait ces missions elles sont assez diverses et comme ailleurs dans les autres régions académiques, cette mission d'animation de la vie étudiante sur un territoire est assez nouvelle. Elle prend de plus en plus de place par rapport aux missions dites régaliennes du service qui sont davantage axées sur le contrôle de l'égalité et le contrôle budgétaire. Donc c'est vraiment un paradigme nouveau pour notre service, mais bon, je pense que c'est le cas partout ailleurs. Donc ça, c'est la tendance pour le service. Après, pour la construction du schéma directeur que je vois qui s'affiche à l'écran, donc voilà. Donc, c'est pas fait. Donc, je n'ai pas la main sur le… C'est moi qui l'ai, vous me dites quand vous l'édifiez. Eh ben, c'est parfait. Écoutez, Laurent. Donc, oui, s'agissant du schéma directeur, alors je suis un peu ennuyée puisque donc, je viens d'apprendre qu'il ne devrait pas s'appeler schéma directeur puisque nous sommes une région académique. Ceci dit, il fait le job puisque l'idée, c'est bien d'accompagner les établissements dans l'élaboration de leur propre schéma directeur. Donc, nous, en région Nouvelle-Aquitaine, on a 6 universités dont les schémas directeurs ne sont pas aboutis. Donc, il y a déjà une réflexion, évidemment, qui est mise en place dans chacune des 6 universités. Mais pour l'instant, il n'y a pas de formalisation aboutie. Donc ça, c'est vrai que c'est tout le travail là que nous sommes en train de faire depuis maintenant plusieurs mois. Donc, on va vous décrire les étapes de ce travail. Donc, l'idée, c'est de vous montrer un exemple de la dynamique territoriale qui peut être mise en place au niveau des rectorats de régions académiques. Bon, ben voilà, Laurent, merci pour avoir mis la première diapositive. Donc, oui, je vous propose… ah oui, j'ai oublié de préciser. Donc, je suis déléguée régionale, mais je serai accompagnée pour cette présentation par mon adjointe Camille Da Silva, voilà, qui est très investie dans le service, mais en particulier sur le schéma directeur. Donc oui, je vous propose de voir dans un premier temps les origines de ce schéma directeur, puisqu'on a plusieurs étapes un peu fondamentales dans cette construction. Donc il faut revenir bien évidemment à la crise sanitaire qui a marqué la mobilisation forte des acteurs nationaux, mais aussi au niveau local. Par rapport à cette crise pour soutenir la population étudiante qui a vu une précarité s'aggraver. Donc, aggravation de la précarité sur plusieurs plans, précarité économique, désorganisation des conditions d'études, désorganisation aussi forte de la vie sociale, on a tendance un peu à l'oublier, et accompagné aussi dans certains cas de difficultés relatives à la santé mentale. Cette gestion de crise au niveau du territoire de Nouvelle-Aquitaine, elle s'est traduite par les conférences régionales de lutte contre la précarité étudiante. Alors, pour faire simple, on appelait ça les conférences précarité, dont un certain nombre se sont organisées pendant l'année 2020 et l'année 2021. Donc, ce sont des conférences qui étaient présidées par la rectrice de région académique et le recteur délégué pour l'ESRI, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, et qui réunissait un certain nombre d'acteurs du territoire. Donc, en premier lieu, des représentants de nos 6 universités, mais aussi des 3 CROUS que nous on associe de façon systématique à toutes les questions de vie étudiante, les associations d'étudiants et aussi des représentants des collectivités territoriales qui sont évidemment très impliquées sur la question de vie étudiante. Alors, ces conférences, elles ont révélé plein de choses. Déjà, que c'était des lieux d'échange riches, assez nourris, qui a permis de mettre en lumière des bonnes pratiques en matière de lutte contre la précarité.
On a vu aussi, dans une certaine mesure, des formes de coopération entre les différents acteurs. Et je pense notamment à la coordination entre des différents dispositifs, comme par exemple les distributions de colis alimentaires, avec l'idée de ne pas les organiser le même jour sur une même zone. On a eu aussi un point assez récurrent dans ces conférences, avec la parole des étudiants qui se sont exprimés de façon régulière dans ces conférences et qui nous ont fait savoir parfois leur mécontentement quand même sur notre paysage institutionnel qui leur paraît souvent complexe, voire illisible. Et ce qui est ressorti, c'est que beaucoup de dispositifs étaient méconnus des étudiants. Donc, ce qui est ressorti, c'est vraiment un besoin fort de communication à destination des étudiants sur tous les dispositifs qui avaient été mis en place pendant la crise. Et c'est comme ça qu'est né un autre projet, en fait, dans la région académique, un projet de site internet. Donc, vous avez l'interface sur la diapositive, hein, donc un espace intitulé Mes aides étudiantes, donc qui est une sorte de moteur de recherche à l'échelle de la région et qui va recenser les différents dispositifs portés par les différents acteurs institutionnels. Donc, on voit là, c'est organisé en 6 rubriques. Donc, on a évidemment l'aide alimentaire, hein, donc c'est là où il y a le plus de visites. Les aides psychologiques, les aides numériques, tout ce qui est relatif aux aides sociales ou encore à l'emploi étudiant. Et donc, aujourd'hui, ce site fonctionne encore. Hein, ça a dépassé la seule crise sanitaire. On recense aujourd'hui près de 140 aides pour les étudiants au niveau régional et on comptabilise un peu plus de 4000 visiteurs. Deuxième temps fort, la rentrée 2021, avec un objectif majeur au niveau national, celui de relancer la vie étudiante, avec cette fois les schémas directeurs que les recteurs de régions académiques ont été appelés à construire sur leur territoire. Donc, il y a un courrier du ministère de l'Enseignement supérieur qui nous est arrivé en octobre 2021 et donc qui a appelé à cette construction. Donc, par schéma directeur, on entend bien un document de cadrage avec des axes stratégiques qui mobiliserait des acteurs d'un même territoire sur la question de la vie étudiante, avec l'idée d'accompagner l'étudiant dans son parcours d'études pour favoriser sa réussite. Alors, l'idée, c'est évidemment d'améliorer les conditions de vie étudiante sur le territoire, mais aussi de les harmoniser hein, pour favoriser un égal accès des étudiants aux différents dispositifs. Là encore, la méthode pour construire ces schémas directeurs, elle est basée sur un dialogue entre les différents acteurs, donc une démarche collective, partenariale, mais avec une particularité, c'est de ne pas se substituer aux missions régaliennes et fonctionnelles de ces acteurs. Donc c'est là un peu la limite de l'exercice. Notre rectrice de région académique et le recteur délégué à l'enseignement supérieur, qui sont très attentifs à ces questions de vie étudiante, se sont emparés de cette démarche en prolongeant justement ce qui avait été mis en place pendant la crise sanitaire avec les conférences dites de précarité, cette fois en dépassant la seule dimension de précarité et en s'attachant aux différents champs de la vie étudiante. Et donc, dès la fin 2021, il y a toute une réflexion qui s'est engagée sur le périmètre de notre action et la méthodologie que va vous présenter mon adjointe Camille. Je reprends la main. Donc, bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend. Très bien. Parfait. Donc, petit point sur la méthodologie de travail, parce qu'une fois qu'on a eu cette commande politique, c'est comment est-ce qu'on s'en empare en fait d'un point de vue administratif et comment est-ce qu'on mène à bien cette commande. Donc, on partait de pas grand-chose. Donc, la première démarche a été surtout voir ce qui existait un petit peu ailleurs pour s'inspirer. Donc, petite prospection nationale, on a vu effectivement qu'il existait déjà des schémas, mais qui étaient conçus par des universités comme à Montpellier et à Toulouse. Et du coup, nous sommes surtout inspirés du schéma directeur qui a été conçu par la commune de Normandie il y a déjà quelques années,
qui était très bien fait, dont la démarche nous a intéressés et donc grandement inspirés, avec quand même le petit point d'intention, c'est que c'est un schéma directeur qui a été conçu par une commu et non pas par un rectorat, et donc une commu qui dispose donc de nombreux outils de suivi, d'aide au pilotage, et sauf que nous, on n'a plus de commu sur notre territoire, donc nous n'avions plus tous ces éléments de pilotage et de données, et c'était un schéma qui a été conçu avant la crise sanitaire, donc la problématique était un petit peu différente. Donc pour construire ce schéma, donc il y a toute une comitologie, mais que nous avons souhaité la plus simplifiée possible pour ne pas alourdir le processus. Donc comme vous l'a dit Maud, on est parti d'abord de ces conférences territoriales du bien-être et de la vie étudiante, donc vous avez compris qu'ils sont le prolongement en fait des conférences précarité de 2020-2021, et qui ont permis de dégager collectivement 4 grands axes de réflexion. Un premier donc, qui après se sont consolidés sous forme d'ateliers. Donc il y a eu une réflexion autour de la vie de campus qui s'est surtout attachée à tout ce qui concerne par exemple, le sport, la culture. Un autre atelier sur la santé et surtout, j'ai envie de presque dire, la santé mentale des étudiants. Un atelier spécifique sur tout ce qui est hébergement, restauration, mobilité, et un dernier atelier sur l'accompagnement social et l'emploi étudiant. Chaque atelier était piloté par un binôme d'universités différentes, donc souvent des vice-présidents, voire des présidents et directeurs généraux de Crous. Par exemple, pour l'atelier Vie de Campus, il était piloté par la présidente de l'Université de Poitiers, avec le vice-président de la vie universitaire de l'Université de Limoges. L'atelier, par exemple, sur l'hébergement, restauration, mobilité, était quant à lui piloté par le directeur général du Crous de Bordeaux, en co-animation avec la vice-présidente de vie universitaire de l'Université de La Rochelle. Donc, les participants des conférences territoriales régionales se sont au préalable inscrits dans les différents ateliers. Donc, on avait envoyé une petite enquête où les membres pouvaient s'inscrire. Et nous, on a eu un point d'intention assez important sur le fait que ce soit une représentation, une représentation locale de tout le territoire, parce que nous sommes sur une région comme qui est très étendue, qui va de Limoges, Poitiers, La Rochelle, Bordeaux jusqu'à Pau. Mais on a eu une attention particulière aussi à ce qu'il y ait systématiquement un vice-président étudiant à chaque atelier. La participation des étudiantes était vraiment pour nous un point essentiel. Mais il y a aussi des participations de partenaires autres que le SRI pour contribuer à notre réflexion collective. Donc, c'était évidemment les collectivités territoriales. On a eu aussi les participations de la CPAM, de missions locales. Donc, ces ateliers se sont réunis à plusieurs reprises en vagues. Et entre chaque vague, il y a eu réunion du COPIL, donc comité de pilotage, qui était composé des binômes pilotes, de la rectrice de région académique et du recteur délégué ESRI. L'objectif était de faire donc un point à chaque étape pour pouvoir l'avancée des réflexions, identifier les freins et difficultés éventuelles et avancer selon un calendrier commun avec un objectif cible collectif. Juste la diapo suivante, si c'est possible. Merci beaucoup. Donc, ces ateliers, donc vous avez vu qu'il y en avait 4 différents. Ils se sont réunis en 4 sessions de travail. Donc, en tout, nous avons eu 16 réunions à piloter au sein du service. L'objectif était évidemment d'établir des propositions, ce qui ça a plutôt bien réussi, des propositions concrètes et concertées sur le périmètre vraiment de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir on n'a pas donné de méthode de travail. Il y avait une méthode de travail qui a différé selon les ateliers et qu'en fait, ces méthodes de travail se sont dégagées d'elles-mêmes en fait et sous des formes différentes selon la nature de la thématique ou selon la personnalité même du pilote rapporteur de l'atelier. On a pu travailler avec des cartes mentales, on a pu aussi travailler parfois avec des témoignages de certains partenaires, des tableaux participatifs, donc c'était vraiment très intéressant. Donc l'objectif global de ce schéma, comme l'a rappelé Maud en introduction, c'est vraiment de partager davantage les pratiques, harmoniser les stratégies afin de converger vers un document de synthèse, en fait une sorte de constitution partagée en région académique Nouvelle-Aquitaine, où chaque acteur pourra par la suite se l'approprier
pour le décliner en interne, donc les fameux schémas directeurs des établissements. Donc, vous voyez là le calendrier qui a été mis en place dans la région. La première phase où les réunions des ateliers qui se sont déroulées de janvier au mois de mai, donc les ateliers là, se sont terminés récemment. Désormais, nous attaquons la deuxième étape qui est la phase rédactionnelle. Donc, nous sommes en plein dedans avec les pilotes sont en plein dans la rédaction avec l'objectif d'un rendu de document final pour la rentrée universitaire de septembre. Voilà pour notre méthodologie de travail. Petit focus sur les mesures phares qui en sont sorties. Parce que bon, avec 4 ateliers qui sont du coup réunis 4 fois, il y a eu de nombreuses propositions. Donc, on a comptabilisé environ 150 propositions très concrètes voilà, qui sont déclinées au sein de schémas directeurs en cours de rédaction. On peut noter malgré tout 3 idées phares qui sont revenues de manière très régulière au sein de ces 4 ateliers. Le premier et le principal, j'ai envie de dire, c'est favoriser l'autonomie et l'engagement de l'étudiant. C'est vraiment l'idée qui est ressortie dans tous les ateliers, c'est de ne pas assister l'étudiant, mais l'accompagner par l'apprentissage de l'autonomie. Ça peut se concrétiser, par exemple, par l'idée d'un DU, un diplôme d'université sur l'engagement, sur une formation à la prise de parole et à la participation aux instances de l'université, la formation des vice-présidents étudiants, aussi formaliser les rencontres à l'échelle régionale de l'ensemble des VPE, rendre l'étudiant autonome dans sa prise en charge de sa santé, dont la santé mentale. Notre idée phare, c'est développer la paire aidance qui existait déjà par certains côtés, mais vraiment la développer. Donc, rendre vraiment l'étudiant acteur des dispositifs d'accompagnement. Et la grande autre idée phare, c'est vraiment répondre aux nouvelles aspirations des étudiants, que ce soit sur le terme du développement durable, donc tout ce qui est mobilité douce, covoiturage, mais aussi sur la nouvelle façon de se restaurer avec des espaces pour le homemade, comme pour qu'ils puissent apprendre à cuisiner en totale autonomie, aussi sur le coworking. Donc voilà les principales mesures phares. Et encore une fois, il y en a de très nombreuses, il y en a plus de 150 et très, très concrètes. Je redonne du coup la parole à Maud. Je coupe. Donc, on peut faire aujourd'hui un premier bilan qui est plutôt positif et donc encourageant, hein. On a noté quand même une mobilisation des acteurs assez forte sur la durée, hein, qui s'est maintenue sur toute la phase des ateliers, hein. Comme on a vu, ils ont été assez nombreux, hein, par rapport à d'autres schémas directeurs qui sont aussi en train de se construire, puisque là, on était sur 16 réunions. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est une vraie plus-value à faire dialoguer les acteurs entre eux, des acteurs qui ne se connaissent pas toujours. Et je pense notamment aux missions locales qui étaient très investies sur un des ateliers thématiques et qui sont très demandeuses pour renforcer les collaborations avec les universités, notamment sur la problématique du décrochage des étudiants. Les enjeux à venir, donc aujourd'hui, on est dans la phase rédactionnelle. Donc l'idée, c'est de réussir cette étape-là, en sachant qu'il y a de très nombreuses propositions, hein, 150, c'est pas rien. Donc là, maintenant, on va devoir évaluer leur pertinence, leur faisabilité juridique aussi, et savoir, je dirais, mettre le curseur au bon endroit pour identifier des propositions qui ne soient ni trop vagues, ni trop injonctives, puisque l'objectif est bien que les universités s'en emparent. Donc, une fois que le document sera finalisé, reste une inconnue majeure, c'est l'articulation avec les autres schémas directeurs. Alors, schéma directeur des collectivités territoriales, hein, rien que pour la région Nouvelle-Aquitaine, on est sur 3 schémas directeurs qui sont en train de se construire, hein, sur des communautés d'agglomération. Et puis, bien évidemment, les schémas directeurs des universités qui sont en cours d'écriture. Enfin, l'autre point est le lien qui sera possible de faire avec la CEVEC, qui pourra être mobilisée prioritairement sur les axes stratégiques qui pourront se dégager du futur schéma directeur de la vie étudiante. Je vous remercie. Merci. Je vous propose si vous avez des questions, vous pouvez les lister dans le chat et on va les suivre avec Alexis, puis on les prendra à la fin, plutôt que de faire tout de suite attendez, j'essaie désespérément de revenir sur mon lien, je n'y arrive pas.
et on les prendra à la fin. Alexis, on va passer à la deuxième présentation. Mélanie, j'arrête le partage. Vous aviez aussi un support. Vous ne m'entendez pas, Mélanie? Pardon, excusez-moi. Oui, je ne peux pas partager mon document non plus. Eh bien, je vais le faire. Pas d'inquiétude. Je fais ça de suite. Et peut-être pour démarrer, justement, qui est-ce qui a un peu initié également de votre côté la mise en place des ateliers de vie étudiante dont vous allez nous parler et qui a amené un schéma territorial de la vie étudiante. Je crois que c'est finalement pas très éloigné de ce qu'on vient d'écouter sur la partie Nouvelle-Aquitaine. Enfin, l'origine est un peu la même. Je vous laisse démarrer, je peux retrouver ma fenêtre. Oui, je commence. Très bien, merci. Donc effectivement, moi je suis donc Mélanie Galland, donc je suis la directrice de la DRAESRI, hein, donc une direction équivalente à celle de MODE, donc la direction régionale académique de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et donc je travaille en lien étroit avec le recteur délégué pour l'ESTRI, notamment sur ces questions de vie étudiante qui lui sont chères. Donc effectivement, mon témoignage ou mon retour d'expérience, ça consiste à témoigner sur notre coordination territoriale relative à la vie étudiante en PACA et notamment sur le lien qu'on espère pouvoir faire sur l'élaboration d'un futur schéma directeur de la vie étudiante. Donc sur la slide suivante, voilà, pour un petit peu resituer nos modalités d'organisation. Donc on a également une conférence territoriale de la vie étudiante qui a été créée, que je vais un petit peu, dont je vais expliquer les modalités de fonctionnement. Et cette conférence territoriale qui est déclinée en atelier ville universitaire. Et ce sont sur ces deux supports qu'on souhaite pouvoir s'appuyer pour aller vers un schéma territorial de la vie étudiante. Donc, concernant tout d'abord sur la slide suivante, notre conférence territoriale de la vie étudiante, donc c'est une conférence qui a été créée en novembre 2020, donc vraiment dans un contexte de crise sanitaire, où on a eu l'occasion de réunir tous les acteurs de l'ESRI autour de la question de la précarité étudiante qui était très très prégnante bien sûr à l'époque et qui l'est toujours. Et au cours de ces échanges, ce sont vraiment les présidents et les directeurs d'établissement ainsi que les directeurs de Crous qui nous ont fait savoir qu'ils identifiaient vraiment une faiblesse dans la coordination des actions menées par les parties prenantes de la vie étudiante et donc la nécessité d'avoir un mécanisme de pilotage régional de tous ces mécanismes de vie étudiante. Donc, à la suite de cette proposition, il nous a paru intéressant d'institutionnaliser cette coordination des actions de vie étudiante et donc en mettant en place une instance pérenne de pilotage au niveau de la région académique et que donc on a intitulé la conférence territoriale de la vie étudiante. Donc, son objectif, c'est de faire émerger, voire de piloter des projets de dimension régionale, mais c'est aussi surtout un échange de bonnes pratiques et de dialogue entre l'État et les différents acteurs. Et son rôle, c'est aussi de coordonner toutes les actions en matière de vie étudiante. On a vu aussi que la nécessité d'avoir une instance déjà établie pouvait avoir tout son sens en période de crise sanitaire ou autre, d'où la nécessité de pouvoir installer ce dispositif. Donc, c'est une conférence qui est composée, bien entendu, de tous les acteurs de l'ESRI, donc des établissements d'enseignement supérieur de la région, PACA, mais aussi des collectivités territoriales, d'écoles également d'autres ministères, et puis, bien entendu, des représentants étudiants. Donc, cette conférence, elle peut se réunir selon deux formats, soit une formation plénière, soit une formation académique. Et cette formation académique, c'était surtout pour répondre aux enjeux de pilotage et de coordination autour de la CVEC. Donc, la conférence territoriale se réunit notamment en formation académique pour travailler sur le suivi de la CVEC et sur sa programmation pour faciliter la coordination des actions.
Donc, en déclinaison de cette conférence territoriale, on a identifié le fait que la ville universitaire était vraiment le bon échelon d'échange et de coordination pour discuter des thématiques de vie étudiante. Et donc, au cours de l'année 2020-2021, donc toujours dans la continuité de la crise Covid, on a réuni un certain nombre d'ateliers ville universitaire. Donc là, sur un périmètre encore plus large que celui de la conférence territoriale, puisque en plus des établissements, des représentants étudiants, des CROUS, y sont invités des associations du territoire, des institutions comme l'ARS, comme le Haut Commissaire à la pauvreté, comme les missions locales également. Et donc, ces ateliers avaient vraiment pour objectif de prendre en compte le fait que tous les acteurs avaient énormément travaillé sur la problématique de la précarité étudiante, qu'ils étaient vraiment au-devant de cette problématique, mais qu'il y avait une nécessité de pouvoir se réunir pour assurer une coordination étroite de toutes ces actions, voire de faire connaître, d'identifier des besoins de dispositifs qui seraient inexistants. Et puis aussi de voir dans quelle mesure les canaux de diffusion de l'information étaient pertinents, puisqu'il y avait une multiplicité d'aides et de dispositifs qui, on se rendait compte, étaient très mal connus de la part des étudiants. Donc ces ateliers, ils ont été organisés par le rectorat sur les différentes villes universitaires, et en traitant plusieurs thématiques qui étaient donc à l'époque le logement, avec un focus sur le logement d'urgence, la thématique de l'alimentation et de l'hygiène, la détresse psychologique et la fracture numérique. Donc, vraiment, de ces ateliers, ça a vraiment permis de faciliter la naissance de projets, de coordonner des acteurs qui pouvaient travailler sur des missions tout à fait semblables. Ou au contraire, de mettre en lumière la pertinence de certaines actions qui méritaient d'être soutenues. Et donc, il y a vraiment des actions concrètes qui sont ressorties de ces ateliers. Je peux par exemple citer un projet de logement intergénérationnel dans une ville où on identifiait des effectifs étudiants à peu près équivalents aux effectifs de seniors. Ça a été aussi des conventions mises en place entre le CROUS, en l'occurrence le CROUS d'Aix-Marseille, et une université, ou entre le CROUS et une commune, pour justement mettre à disposition des logements d'urgence dans l'attente de retrouver des solutions plus pérennes. Ça a été aussi des soutiens pour la création d'une maison de l'étudiant en lien avec une épicerie solidaire dans une des villes qu'on a pu visiter. Ça a été aussi la mise en place de points d'écoute en lien avec l'hôpital, avec le CROUS et avec une ville. Donc vraiment, voilà, une foultitude d'actions vraiment très concrètes qui ont pu être appuyées ou émerger de par ces ateliers. Donc, sur cette organisation est arrivée la question du schéma territorial de la vie étudiante, avec à la fois l'élaboration en cours du SRESRI, donc du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui comprend, comme vous le savez, un volet vie étudiante, qui est en train d'être travaillé par la région, donc pour la période 2023-2028, et en parallèle, un travail que la région académique, que le recteur délégué souhaitait conduire sur l'élaboration d'un schéma directeur de la vie étudiante en région académique PACA. Donc on avait ces deux exercices un peu en parallèle, donc il nous a semblé vraiment peu opportun de conduire ces deux exercices séparément, et impensable qu'il puisse y avoir des ambitions différentes sur un même territoire qui en plus mobilise les mêmes acteurs. Donc là, on est vraiment parti sur une méthodologie qui maintenant est arrêtée, donc tout à fait en lien avec la région. Et la méthodologie, ça va être donc de s'appuyer sur le cadre de la conférence territoriale qui sera décliné donc par l'organisation de cycles d'ateliers dans ces villes universitaires, donc selon le format que je viens de présenter.
et ateliers qui seront copilotés par le recteur délégué à l'ESRI et par le vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur les aspects ESRI. Donc là, encore une fois, hein, l'objectif de ces ateliers, c'est de faire émerger les axes prioritaires de la vie étudiante à retenir pour les 5 prochaines années. Et ces axes prioritaires qui pourront ensuite guider les actions sur le territoire sur cette période. Donc sur la méthode, on souhaite solliciter pour chaque atelier les acteurs du territoire pour recueillir leurs documents stratégiques, leurs feuilles de route qui auraient déjà été élaborées sur les questions de vie étudiante, pour que ça puisse servir de point de départ à nos réflexions pour l'élaboration de ce cadre stratégique commun. Donc, il n'est pas question hein, de se substituer aux schémas locaux qui pourraient exister, mais au contraire de s'en nourrir pour pouvoir déterminer et fixer des objectifs pour tous les étudiants de la région académique PACA. Voilà, donc un travail là qui est devant nous, puisqu'on va débuter ces ateliers là sur le courant du mois de juin, avec une échéance, puisqu'on souhaiterait que le schéma directeur puisse être terminé d'ici la fin de l'année 2022. Et donc qu'on arrive à identifier, à dégager ces grandes orientations et des mesures opérationnelles qui puissent être partagées. Merci Mélanie. Je vais passer la parole à Isabelle Durand, si elle est bien avec nous. Je quitte le partage. Isabelle, vous êtes avec nous? Oui, je vous vois. Vous êtes responsable de la division vie étudiante à la ville de Marseille et du coup, vous avez vécu, vous aussi, ces ateliers. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot et nous dire un peu comment vous l'avez, qu'est-ce que ça vous a apporté, puis qu'est-ce que ça a pu générer derrière comme mise en place d'actions concrètes. Ah, on ne vous entend pas. Isabelle? Là, c'est mieux. C'est bon. Là, c'est bon, en effet. Désolée, j'avais un petit souci de micro. Oui, effectivement, j'ignorais que Mélanie Galland allait témoigner, donc c'est très bien, parce que du coup, elle a fait toute la première partie de mon intervention. Je voulais expliquer effectivement dans quel contexte, ce que je vais présenter, dans quel contexte ça s'inscrivait. Donc, effectivement, je vous confirme que la ville a été partie prenante de cette commission sur la précarité. L'atelier a été organisé effectivement en janvier 2021 sur les 4 thématiques qui ont été présentées. Et ce qui est apparu en fait au cours de cet atelier et au cours des échanges, c'est la multiplicité effectivement des actions, mais le manque de visibilité pour les étudiants et du coup le manque d'utilisation en fait de l'ensemble des aides qui étaient proposées pour lutter notamment contre la précarité étudiante. Donc, ce qui a émergé en fait à la fin de cet atelier, c'est la nécessité en fait de proposer un dispositif d'information ou de communication qui soit adapté aux étudiants. Donc, c'est une association en fait qui a pris l'initiative de nous proposer un projet qui a vu le jour justement grâce au soutien de la ville de Marseille et de la CVEC. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. C'est un projet qui est aussi évidemment soutenu par le rectorat et par l'université. C'est un dispositif en fait qui consiste à recenser sous la forme d'une web application toutes les aides ou les avantages qui sont consentis aux étudiants. C'est une application qui a été développée vraiment pour les étudiants marseillais. Donc, il y a un énorme travail de veille et de recherche qui a été effectué. Et ce sont en fait 10 thématiques qui ont été identifiées sur cette application, avec un accès direct aux aides d'urgence, notamment au logement d'urgence, aux aides financières bien sûr du Crous. L'étudiant peut donc sélectionner son profil dès qu'il rentre sur l'application et ensuite choisir sa thématique. Donc parmi les thématiques, bien sûr, on retrouve le logement, mais aussi le transport. Il y a une rubrique qui est dédiée aux étudiants internationaux.
Voilà, donc cette application, elle est née suite à toutes ces réflexions, à la coordination entre les différents acteurs. Donc c'est une application très concrète en fait du travail, donc je trouvais que c'était intéressant d'en parler. L'association s'appelle Sortie d'Amphi, l'application s'appelle le Dégaine. Vous pouvez la consulter en ligne, je vous mettrai si vous souhaitez le lien dans le chat. Voilà, donc elle a été lancée en novembre 2021, donc ça fait seulement quelques mois. Le nombre de participants évolue de jour en jour. L'association est chargée, ainsi que les partenaires, de la faire connaître auprès des étudiants. Donc il y a une action qui va être menée là à la rentrée lors de la semaine d'accueil des étudiants pour bien informer les étudiants. Voilà, donc c'est ce que je pouvais vous dire sur l'application concrète et disons le fruit du partenariat entre les différents acteurs de la vie étudiante à Marseille et de cette coordination et l'utilité de la CEEC. C'est vrai que seule la ville n'aurait pas forcément pu financer ce projet. Du coup, c'est vraiment très très utile pour nous d'avoir pu le faire avec la CEEC. Merci Isabelle. Alexis, je vous laisse la parole sur justement peut-être, on voit qu'il y a différentes méthodes, différents schémas d'organisation territoriale. Peut-être que le regard de la VUF sur l'ensemble de sur cette différente structuration. Oui, alors oui, voilà, vous m'entendez. Ouais. Merci d'abord à Isabelle Durand pour son éclairage sur l'exemple marseillais et l'exemple qui ramenait aussi la question de la contribution vie étudiante et de campus dans ce webinaire, puisqu'on a beaucoup parlé des schémas directeurs. Alors, on discutait, y compris dans l'intervention en plénière tout à l'heure, de la pertinence du terme et de la conception du schéma directeur. Nous, c'est vrai que au sein de l'association des villes universitaires de France, on a un terme qui nous parle encore plus, c'est celui d'un schéma de vie de campus. Je vais y revenir. Mais donc, voilà, moi je vais surtout me centrer de manière plus pratique sur les articulations entre les collectivités territoriales et les universités, notamment avec l'interface qui est celle des commissions CVEC, que ce soit des commissions universitaires ou des commissions CROUS. Et je vais également en profiter pour rappeler un peu quelques éléments sur lesquels la VUF a travaillé. Donc, il est important de garder dans l'état d'esprit que pour développer ces coopérations, les communes ou les intercommunalités agissent en libre autonomie de façon plus ou moins intense, donc avec des services ou des personnels dédiés, principalement sur 5 grands axes. Donc ces 5 grands axes, ce sont l'accueil des étudiants, même plus spécifiquement l'accueil des étudiants internationaux. Il s'agit également du logement, compétences partagées avec les CROUS, qui sont partenaires de ce webinaire. Il s'agit également de la question des mobilités. Il s'agit également de la question qui est assez transversale du soutien aux initiatives étudiantes, qu'elles soient associatives ou diverses. Et on a également toutes les thématiques d'accès à la culture, d'accès au sport, d'accès à la santé, qui ne sont pas exclusifs d'actions. Et toutes ces actions, elles s'inscrivent soit dans le cadre de politiques jeunesse qui sont impulsées par les collectivités. Alors, pour certains, le terme des BIJ, Bureau Information Jeunesse, parle. Maintenant, on a les points Information Jeunesse. Et donc, souvent, on a soit des politiques vie étudiante qui sont, c'est un peu le défaut, calquées dans un coin des politiques jeunesse, des BIJ, des PIJ, ou alors qui sont rattachées dans un cadre commun de politique de soutien à l'enseignement supérieur et à l'innovation, que ce soit avec les métropoles, avec les services des agglomérations, ou même dans des services vraiment personnels, des cabinets des maires, des cabinets des présidents d'agglomération. Et dans ce cas, les priorités moyens et les priorités d'action, d'interaction sont bien sûr totalement différentes. Et sur le plan économique, ces réflexions que je vous livre ont été évidemment accrues par l'expérience qu'ont tiré les collectivités locales de la dernière crise sanitaire. Beaucoup de collectivités ont découvert la possibilité de mettre à disposition des locaux de manière variée d'un territoire à l'autre, mais on peut penser aux maisons des étudiants, on peut penser à l'accès à l'espace public pour des événements étudiants. Certains ont redécouvert les façons
de pouvoir subventionner certains projets, de découvrir également, je vais y venir, qu'avec la contribution de vie étudiante et de campus, on peut, nous, collectivités, avoir un autre regard sur l'écosystème étudiant et l'écosystème associatif. Et il faut aussi, pour finir, avoir l'idée que dans les politiques de vie étudiante, les villes dites moyennes, entre 40 et 60, 70 000 habitants, dépensent proportionnellement davantage que les grandes villes universitaires traditionnelles. On a même le cas de villes moyennes qui versent directement des subventions aux établissements, à certaines universités, pour abonder des FSDIE et d'autres fonds de soutien aux initiatives étudiantes. Donc, bon, je me représente en 15 secondes. Voilà, moi, je suis conseiller municipal délégué à la vie étudiante et à la jeunesse à Orsay, en plein cœur du campus universitaire Paris-Saclay, et de l'agglomération du même nom, qui concentre plus de 48 000 étudiants, dont 50% en premier cycle, 13% de la recherche française sur cet écosystème qui est très large géographiquement. On va du bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines à l'université d'Evry-Val d'Essonne, en passant par les grandes écoles telles que Centrale Supélec, Polytechnique et l'ancienne université Paris-Sud, 11 d'Orsay et de Bure-sur-Yvette. Et l'objectif, dans mon cas personnel, c'est d'essayer de bâtir la vie universitaire de demain, de construire une vraie politique de vie étudiante qui bénéficie à chaque partie prenante. Chaque partie prenante, ce sont avant tout nos administrés en tant qu'élus locaux, les habitants des communes au pluriel, puisque sur un même site universitaire, il peut y avoir plusieurs communes propriétaires, pas propriétaires, mais voilà, qui sont propriétaires même de certains cadastres. C'est le cas sur Paris-Saclay, c'est le cas également à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a les habitants des communes, on a les équipes de direction des universités et des grandes écoles, on a les services administratifs des universités, tout comme les services administratifs des collectivités territoriales qui sont en demande de formation, d'amélioration dans leur projet. Et on a bien sûr le tissu étudiant, associatif, et de manière plus grande, la jeunesse environnante du territoire, sans oublier les commerçants et les autres acteurs économiques de la vie de proximité. Donc, pour essayer de faire un peu une synthèse de trois grands dossiers qui nous préoccupent et qui sont tout à fait en lien avec les interventions de Madame Durand, de Madame Galland et de Madame Maillard, on a constaté, nous, en sondant nos collectivités, alors on est 92 adhérents, mais une trentaine de collectivités ont été consultées sur leur rapport avec les commissions CEVEC, et c'est une nécessité, alors certains CROUS le font, d'ouvrir aux représentants des collectivités, à leurs services administratifs, leurs commissions de subvention aux initiatives étudiantes qui sont basées sur les fonds CVEC. Parce que sur l'étude que la VUF avait réalisée au mois de février, on a quand même plus de 50% des collectivités répondantes qui n'ont jamais encore été mises en lien d'une quelconque manière avec une commission CVEC, qu'elle soit gérée au niveau du rectorat, au niveau de l'université ou au niveau du CROUS. Au niveau des schémas directeurs de vie étudiante, pareil, c'est assez partagé. On a une moitié de collectivités qui sont associées de près ou de loin aux travaux, aux concertations. On a une autre moitié de collectivités qui nous dit qu'elle ne se sent pas très bien associée. Au niveau des conférences territoriales de vie étudiante dont on a pu entendre les derniers apports et les dernières réflexions, là encore, on a une grande demande de nos collectivités adhérentes de pouvoir s'immiscer dans ces conférences territoriales de vie étudiante. Mais si on fait la synthèse de toutes les questions spécifiques qu'on a posées, on a quand même une grande majorité, on a près de 20 collectivités sur 29, qui ont au moins une fois dans leurs échanges, c'est-à-dire dans leur activité d'élu, dans leur activité de service, eu un espace, un moment de coordination avec un partenaire tiers pour développer une action dite de politique de vie étudiante, ce qui prouve qu'il y a une multitude de dispositifs, parfois isolés, parfois en bulle, en réseau qui existent et qui demandent à être mieux planifiés, mieux intégrés, mieux coordonnés. Et c'est tout le message que nous essayons de faire passer. Puisque pour avancer en commun, créer une politique de vie étudiante, il faut que la collectivité locale et l'établissement universitaire avancent au même rythme.
Ça, c'est un point qui est très important. Une politique de vie étudiante ne peut être menée avec réussite que si, si les services, les directions développent la même maturité au même moment. Une des difficultés qu'on peut rencontrer dans le déploiement de ces politiques de vie étudiante, c'est aussi la différence de temporalité entre les mandats des élus locaux. Souvent, un mandat municipal, un mandat à l'agglo, c'est 6 ans. Les mandats des représentants étudiants des associations, c'est souvent 2 ans dans les conseils, voire moins dans leur bureau des associations. Donc voilà, ça pose ce genre de problématique. Et il faut que cette harmonie permette un réel dispositif de convergence sur les événements qui sont financés par la FEVEC ou non, sur la politique de vie étudiante des collectivités territoriales, en descendant à chaque fois auprès des interlocuteurs thématiques, auprès des associations, des formules concernées, pour pouvoir planifier, pour pouvoir léguer également aux générations suivantes, étudiants qui sont actifs dans les associations, des éléments de planification, de stratégie en commun. Et le rôle que nous avons également, qui est un grand rôle dans les commissions CVEC des universités et du CROUS, c'est de pouvoir aussi être facilitateur et légitimateur des interlocuteurs de terrain. On parlait tout à l'heure du vice-président étudiant. La place du vice-président étudiant, nous paraît fondamentale, puisque la prise de conscience de nos services, de nos organes, elle augmente et elle s'agrandit des contacts qu'on peut avoir avec un vice-président étudiant pour nous suggérer des arbitrages, des fléchages dans les dispositifs de nos collectivités. Et de la même manière, nous, on peut augmenter l'efficacité des initiatives étudiantes, des initiatives de terrain en lien avec les fonds CVEC, en mettant notre réseau, notre répertoire, que ce soit par exemple sur des projets. On a beaucoup d'étudiants qui veulent créer des festivals, créer des tournois sportifs, ce genre d'événements qui ont des visées tout à fait intéressantes au niveau d'une agglomération, au niveau même d'une partie d'un département. Nous leur dit, écoutez, nous avons un service culturel, nous avons moyens fréquents, des moyens annuels. On peut vous mettre en lien avec des professionnels également des secteurs dans lesquels vous évoluez. On peut vous mettre en lien avec tous ceux qui feront que votre événement sortira grandi en communication, sortira mieux identifié aussi auprès de nos habitants. Et ça, c'est quelque chose que les étudiants aiment de plus en plus, c'est aussi pouvoir mieux facilement pénétrer dans les organes un peu secrets de la vie des collectivités et en toucher un bénéfice concret. Je souhaitais également, avant de conclure, rebondir sur le thème de la planification des stratégies de conférences territoriales, des partenariats. Beaucoup de villes, beaucoup de collectivités adhérentes, pas forcément de la VUF, ont de plus en plus en tête l'idée de bâtir des conventions de partenariat. Nous, on a 2 grands exemples dans l'Association des villes universitaires de France. C'est à l'Université Grenoble-Alpes et c'est aussi à l'Université de Dijon, où entre métropole, communauté d'agglomération et université, des conventions permettent de lier contractuellement les 2 entités autour d'obligations mutuelles, autour d'un nombre d'événements en commun sur certaines thématiques, d'axes de recherche partagés, d'aide à la valorisation de la recherche, de la valorisation aussi du dispositif de thèse chiffres, qui font partie vraiment des politiques de vie étudiante qu'on peut mener, nous, en tant que collectivité, mais aussi pour porter en commun une parole sur les problématiques de transport, de mobilité, de logement étudiant. Lors d'un conseil de l'Eurométropole de Strasbourg en février 2021, une longue délibération a été adoptée. Elle est basée autour de 4 piliers qui visent à sanctuariser un territoire aidant, accueillant, apprenant et résilient. Et c'est une délibération qui prend les devants et qui est volontariste en investissement public, qui a créé notamment un fonds d'urgence d'1 million d'euros destiné au public étudiant, qui a créé également un comité de pilotage université et vie étudiante, qui a créé également
implication plus forte entre le Conseil de développement économique de l'Eurométropole, qui possède même désormais un droit de saisie sur ce comité de pilotage université et vie étudiante pour avancer ensemble dans certaines directions. Donc, je vous ai donné quelques exemples, alors certainement un peu abstraits, mais également très concrets, des politiques de vie étudiante telles qu'on les conçoit, nous, en tant que collectivité locale, et telles qu'on aimerait les concevoir encore davantage dans nos missions et dans nos fonctions. Mais voilà, l'articulation avec les fonds CEVEC, elle est bien sûr concentrée pour nous à ce stade-là sur des commissions, sur le fait d'avoir un meilleur angle de vue, un meilleur panorama sur le milieu associatif étudiant, sur les initiatives étudiantes, les initiatives jeunes de notre territoire. Mais il y a voilà, si on arrive à mettre plus facilement en commun les retombées financières de ce dispositif sur des projets voilà, qui vont à la fois dans l'intérêt des communes et dans l'intérêt des universités, on peut réussir à voilà, améliorer le ressenti des étudiants aussi autour de cet impôt et en faire un vrai outil de progrès pour l'ensemble des collectivités et l'ensemble des retombées pour les étudiants. Sachant qu'en piste d'ouverture, nous, on pouvait imaginer, en termes de politique de vie étudiante, réussir à créer plus facilement des guides pour la gestion de tiers-lieux, comme la maison des étudiants, comme ce genre de choses. C'est sûr qu'en politique de vie étudiante, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Et s'il y a des questions, je vais laisser la parole, et puis avec Laurent, on reviendra en conclusion sur les axes de l'ensemble des interventions. Pardon, j'ai le micro de coupé. Merci Alexis. On va laisser la parole à Véronique Bricou. Donc Véronique, vous êtes vice-présidente vie étudiante et handicap à l'Université de Grenoble-Alpes. Vous venez juste de terminer votre schéma directeur de votre côté. C'est publié. Ça fait 6 mois maintenant. Oui, bon, d'accord. Sur le temps universitaire, c'est un temps court. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la façon dont vous l'avez travaillé et comment vous avez interagi? J'ai un PowerPoint, si possible. Alors, je ne suis pas sûr qu'il faudrait me l'envoyer. Est-ce que vous avez la possibilité de me le passer dans la conversation? Et puis, dans ces cas-là, je vais le diffuser. Alors, je ne sais pas comment on fait. Vous pouvez me l'envoyer par email. Hein. Oui, je peux le faire. L'envoyer par email, commencer, et puis je vais rattraper la diffusion après. Oui, alors attendez, et là, faire 2 trucs comme ça, là, j'en ai pas pour longtemps. Je ne sais pas si j'ai votre email, par contre, là, je vais regarder vite fait. Je vous le mets dans le chat. C'est Laurent.Bordet et après unif-angers.fr. unif-angers.fr. C'est bon, je l'ai. Alors. Je suis désolée, mais je suis obligée de fermer mon truc pour le mettre dans le... Alors, je l'ai envoyé, normalement, vous devriez le recevoir. Tout à fait. Ok, du coup... Je vous laisse démarrer et puis je vous rattrape. Oui, oui. Donc, bonjour à tous. Donc, comme le disait Laurent, donc moi, je suis vice-présidente vie étudiante, handicap, et j'ai aussi en charge la santé des étudiants. Donc, un gros périmètre. Alors, l'Université Grenoble-Alpes, donc c'est un établissement public expérimental, ce qu'on appelle donc un EPE, qui a été créé très récemment, hein, le 1er janvier 2020, qui regroupe 54 000 étudiants. Dans ces 54 000 étudiants, on a à peu près 9 000 étudiants internationaux, et on a aussi 2000 étudiants porteurs de handicap. Donc, deux communautés d'étudiants assez particulières, mais assez volumineuses en termes d'effectifs. Dans les statuts de l'EPE, donc, il est écrit qu'on organise une commission vie étudiante qui est une délégation de la CFVU, et
dans cette commission vie étudiante, on prend donc un certain nombre de décisions. Parallèlement, on a aussi une commission de vice-présidence vie étudiante qui est donc présidée par la VPVE et où tous les vice-présidents et homologues se réunissent une fois par an. Alors, c'est quoi nos homologues? Dans notre statut d'établissement, on est un petit peu particulier car on a plusieurs composantes qui constituent notre établissement, ce qu'on appelle des CSPM, pour composantes sans personnalité morale, qui regroupent plusieurs UFR, et 3 composantes à personnalité morale, les CSPM, qui sont en fait donc les écoles de Sciences Po, Grenoble INP et l'école d'architecture ENSAG, qui regroupent donc quand même un petit peu plus de 10 000 étudiants. Donc, diapo suivante. Donc, le schéma de directeur de la vie étudiante de notre université n'est pas le premier document SDVE qui a été créé, puisque le tout premier SDVE était celui qui avait été piloté par la Commu pour la période 2016-2020. Et donc, nous en sommes à notre second schéma directeur vie étudiante qui ira donc jusqu'en 2025 dans le cadre de notre EPE. Et là, nous sommes en train de sortir de la phase expérimentale. Le pilotage de notre schéma directeur il est tenu par la commission vie étudiante avec, entre autres, un bilan annuel qui est fait et simultanément, de façon permanente, par un comité de suivi. Diapo suivante. L'organisation de ce schéma directeur, ça a fait le fruit de très nombreux groupes de travail. Ça nous a pris à peu près 1 an pour le rédiger. Dans tous les groupes de travail, à chaque fois, il y avait des représentants des CAPM, des CSPM, des étudiants, VP étudiants, du CRUS, VP étudiante de l'université, des établissements, des personnes des différents acteurs aussi, des différents services, comme par exemple le centre de santé, le service social de Crous, etc. Au final, donc, notre schéma directeur est organisé en 4 grandes parties. La première grande partie constitue donc un volet transversal qui nous permet le pilotage de la vie étudiante. Et ensuite, on a 3 grands axes qui organisent vraiment la vie de notre schéma directeur. L'axe inclusion, qui nous permet donc de répondre aux préoccupations de lutte contre les précarités et la promotion de la diversité et favoriser l'intégration de tous les étudiants à l'université. Ensuite, un second axe autour de l'expérience étudiante pour favoriser les découvertes et les engagements des étudiants. Et enfin, l'environnement de service qui va trouver en particulier une pleine expression avec l'ouverture prochaine de la maison universitaire des services à l'étudiant, qui regroupera tous les services de l'UGA et du CRUS dans un même bâtiment. Et donc, cet axe environnement de service est vraiment là pour développer des services adaptés de qualité et en particulier un parcours usager avec un principe de guichet unique pour répondre aux besoins de l'étudiant. Alors, je ne veux pas ensuite être trop lectrice de mes diapos, mais je vous ai mis ici quelques exemples de ce que sont nos grands objectifs au travers de chacun de nos 3 grands axes qui constituent notre schéma directeur. Donc, par exemple, pour l'inclusion, on a 5 grands objectifs et chacun de ces grands objectifs qui sont déclinés ici dans cette première colonne à gauche, ensuite sont déployés dans des propositions d'action et chaque action ensuite se voit attribuer un certain nombre de jalons et d'indicateurs qui nous permettent de voir comment se déploient les actions au fil des années qui vont effectivement voir se déployer notre schéma directeur. Et par exemple, on a des actions autour de l'anticipation de situations de vulnérabilité pour agir au plus tôt, en déployant un dispositif de proximité pour lutter contre toutes les formes de précarité, d'information, d'exclusion. On est en train aussi de consolider et d'animer un réseau des référents handicap avec l'organisation effectivement d'un annuaire de référents handicap administratifs et pédagogiques au sein de chaque composante, des séminaires dédiés à ces référents handicap qui se consacrent à la vie de nos étudiants porteurs de handicap à l'université. Diapo suivante. Sur l'axe expérience, où là, on est vraiment sur le soutien
assez important à tout ce qui est quand même vie associative, interculturalité et puis l'expérience étudiante à l'UGA. Là aussi, on a déployé un nombre d'actions assez importantes. Je vous en ai mis aussi ici quelques-unes qui sont vraiment des exemples, mais c'est beaucoup plus développé dans le schéma directeur, hein, que vous pouvez trouver de toute façon sur le site de l'université. L'enjeu, c'est effectivement de permettre aux associations étudiantes de déposer, par exemple, des demandes de financement sur une plateforme unique avec des demandes d'autorisation d'événements et des soutiens des différents services qui peuvent venir aider les associations étudiantes pour organiser leurs événements et leurs actions. C'est de ce fait-là rendre notre vie de campus plus attractive au travers d'éléments qui sont assez, du coup, facile à trouver comme information sur le site de l'université, lisibles, et puis qui vont permettre d'être ouvertes à tous les étudiants parce que nous avons la particularité à l'Université Grenoble-Alpes d'avoir un territoire universitaire qui est très vaste, puisqu'on a des établissements gérés par l'UGA qui vont des Deux-Savoie jusqu'à la Drôme-Ardèche et même jusqu'à Vienne et évidemment un gros campus à Valence. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on essaye sur lequel on essaye d'être très vigilant pour que effectivement toutes nos actions étudiantes et les actions portées par les associations puissent être ouvertes à tous. Diapo suivante. L'axe très fort de notre SDVE, c'est celui qui concerne l'environnement de service, avec une préoccupation vraiment majeure, qui est celle de développer des services adaptés de qualité pour répondre aux besoins de tous les étudiants et d'être en proximité. Donc, en améliorant la lisibilité de l'information et de l'offre de services, en simplifiant les parcours usagers. Et là, effectivement, un rapprochement très étroit avec le CRUS, puisque notre schéma directeur, évidemment, c'est quand même l'émanation d'un travail collaboratif étroit avec le CRUS. Et donc, pour nous, c'était essentiel qu'ensuite, dans cet environnement de service, l'UGA et le CRUS trouvent un partenariat qui soit très proche. C'est aussi, dans nos préoccupations, améliorer l'accès aux soins pour tous les publics, en définissant un projet de service du centre de santé universitaire qui, à ce jour, n'existe toujours pas. Et puis, on est en train d'engager des démarches partenariales avec des acteurs territoriaux pour initier des réseaux de soins au profit des usagers. Et on est en train, par exemple, d'essayer de déployer un service pour l'accès à des soins dentaires en faisant participer une dentisterie solidaire pour justement favoriser cet accès à un soin un petit peu particulier et qui souvent est trop laissé de côté par des étudiants qui n'ont pas forcément les moyens d'aller vers ce soin-là. C'est d'améliorer la qualité de la réponse à l'étudiant et ça, c'est une préoccupation qui est majeure en ce moment dans notre projet de maison des services à l'étudiant, ce qu'on appelle la MSE, qui à Valence se décline déjà sous le générique de maison de l'étudiant, la MDE, qui existe déjà dans un partenariat là, très étroit entre la ville de Valence et l'université. L'intérêt pour nous ici, c'est d'organiser un guichet central unifié, physique et numérique, où l'étudiant arriverait à cette MSE avec un numéro, si j'ose dire, et ce numéro, en fait, il va lui servir pour toutes les demandes et les besoins pour lesquels on a besoin d'interagir avec lui. C'est de ne plus être obligé d'avoir un identifiant pour le CRUS, un identifiant pour l'université, encore un autre identifiant dans sa composante. Et puis, in fine, il y a des étudiants qui s'y perdent et qui n'y arrivent pas et laissent tomber un certain nombre de procédures ou de possibilités à obtenir certaines aides parce que, effectivement, dans toute cette multitude d'informations, beaucoup d'entre nos étudiants se perdent. C'est aussi... non, pardon, ouais. Je veux juste poursuivre un petit peu parce qu'on en a parlé juste avant avec Alexis. C'est travailler autour de l'offre de restauration, de l'offre de logement et de transport. Et c'est là aussi où notre étroite collaboration avec le CRUS s'exprime vraiment parce qu'on voit effectivement qu'ici, si on ne formalise pas toutes ces actions avec le schéma directeur du CRUS qui est en cours de construction pour restauration, logement et transport, eh bien, on ne répondra pas à cet accompagnement et à cet accueil de l'étudiant dans un campus qui se veut être attractif. Diapo suivante. Donc, comme je vous le disais, 3 axes dans notre schéma directeur, inclusion, expérience et environnement de service. Et ces 3 axes, effectivement, sont très importants pour l'usage des demandes de financement CEVEC, car toute demande de financement CEVEC, au jour d'aujourd'hui, elle doit quand même faire référence à une action qui est déclinée dans l'un de ces 3 axes de notre schéma directeur. Donc, ce qui fait que du coup,
les personnes qui vont faire des demandes de financement, eh bien, à un moment donné, elles doivent réfléchir au regard du schéma directeur en se disant comment, justement, je m'inscris dans ce schéma directeur et dans les actions qui doivent être déployées dans la vie étudiante sur le campus. Donc, le process, il est simple. On a une plateforme sur lequel on fait un dépôt de fiches qui va présenter le projet pour lequel on fait cette demande de financement CEVEC et qui va aussi éventuellement justifier la demande de cette demande de financement CEVEC au regard de notre schéma directeur. Si la direction qui porte ce projet et qui dépose la fiche action sur notre plateforme ne dispose pas de fonds CEVEC, à ce moment-là, le porteur de cette fiche projet doit venir en vice-présidence présenter son projet. La vice-présidence va faire un premier vote ou une première analyse de ce projet. Et ensuite, si elle juge intéressant que cette fiche action soit portée en CVE, on peut la porter en CVE pour qu'elle soit votée et donc validée ou non validée. Ce qui fait que en fait, ce premier passage par la vice-présidence, eh bien, ça permet déjà de mieux cadrer les éventuels dépôts de fiches action qui ne seraient pas en parfaite adéquation avec notre schéma directeur. À titre d'exemple, récemment, on a analysé en vice-présidence une demande qui était faite par la direction du patrimoine pour des aménagements de tiers-lieux et la vice-présidence a boulé la demande de la direction patrimoine parce que le mobilier qui était prévu dans les achats était un mobilier, je vais citer une marque, mais Spark, qui était donc très très joli, très esthétique, très design, mais excessivement onéreux. Et du coup, on a demandé à ce que ce soit porté sur un mobilier plus RSE et un peu moins onéreux, ce qui permettait donc d'équiper davantage de tiers-lieux sur la totalité du site universitaire. Et du coup, la Direction générale du patrimoine a revu son dossier pour modifier justement ces propositions d'aménagement. Et du coup, là, ça va passer en vote en CVE. Si c'est une direction qui, effectivement, dispose de ce fonds CEVEC, de son propre fonds CEVEC, et bien à ce moment-là, elle inscrit sa demande sur une fiche action et on fait le suivi de cette fiche action de façon assez classique par le biais de la CVE avec le bilan annuel dont je vous ai parlé précédemment. Diapo suivante. Du point de vue de l'organisation, donc, nous avons une commission vie étudiante mensuelle dont la composition chez nous est déjà à 50% d'étudiants. On respecte donc la circulaire CEVEC. Et cette commission vie étudiante, on lui a dédié 3 missions essentielles, la commission CEVEC, la commission FSDIE, et on rédige et on suit la politique VE, en particulier donc, par l'axe transversal de notre schéma directeur. On a 3 directions métiers qui opèrent pour tous les services, la culture, le centre de santé universitaire et la direction de la vie étudiante à laquelle le service handicap, accueil handicap ou SH est rattaché et donc le service accueil handicap est rattaché à ma vice-présidence. On a des spécificités au sein de nos composantes car le sport est géré par les CAPM de façon complètement indépendante et les CSPM gèrent aussi de leur côté les actions autour du sport, même si le sport peut demander des financements supplémentaires, ce qui a été le cas aussi récemment, pour permettre une action autour de la carte multisport et favoriser l'accès au sport santé à davantage d'étudiants. On a des suivis d'initiatives étudiantes qui sont aussi parfois gérés de façon complètement autonome par les CAPM, puisque par exemple Sciences Po a sa propre commission FSDIE par laquelle elle peut, elle aussi, donc venir financer des initiatives étudiantes. Enfin, le guichet social unifié qu'on a avec le CROUS voit toutes les actions sociales qui sont gérées par le CROUS, mais sur un montant CEVEC qui lui est versé. Les moyens de cette vie étudiante, eh bien, elles sont mises en œuvre avec plusieurs partenariats, celui de la région, évidemment le fonds CEVEC, et puis l'IDEX, qui nous permet aussi de financer un certain nombre d'actions vie étudiante sur notre campus. Je crois que c'est… Ah oui.
donc juste pour terminer, donc comme je vous le disais, hein, on a des particularités. On a le grand établissement UGA avec la totalité des CSPM qui y sont regroupés, et puis à côté nos 3 CAPM, ce qui fait qu'au total, on a donc 4 établissements qui perçoivent directement la CEVEC, l'UGA et les 3 CAPM que je vous ai présentés en introduction, avec des services qui sont centralisés, santé, handicap, accueil de site et culture, pour lesquels ces 4 établissements participent. La commission vie étudiante va fixer une contribution unique pour nos services communs, santé, handicap, accueil, etc. On définit la politique étudiante CEVEC et on en définit l'usage. Et enfin, on a nos 4 conseils d'administration, celui de l'UGA plus nos 3 CAPM, qui vont faire les bilans annuels de l'usage de la CEVEC. Et ensuite, tout ça est regroupé pour remonter. La CEVEC, elle repose donc sur un modèle qui est un peu hybride chez nous, mais qui fonctionne plutôt pas trop mal, me semble-t-il. Et je vous ai mis une dernière diapo, juste pour vous montrer un petit peu donc, comment on répartit un peu nos dépenses sur l'établissement. Donc, on a en CVE voté qu'on avait 4% de notre budget CEVEC qui était dédié à la culture, 16% qui était dédié à la santé. Après, tout ce qui est accompagnement et accueil, qui représente donc entre 10 et 20%. Alors, je vous ai mis une petite étoile parce que nous, on reverse une part de CEVEC aux IFSI et à l'Université Savoie-Mont-Blanc pour qu'eux-mêmes puissent opérer leur propre CEVEC. Ensuite, on reverse pour le sport et la vie associative et les actions sociales. Et donc, effectivement, là-dessus, on programme par champ et non par opérateur, mais avec toujours la possibilité d'évoluer en cours d'année. Ces pourcentages sont soclés en vice-présidence vie étudiante et pour que on soit sûr que cette décision elle soit tenue, on s'est mis comme principe qu'il fallait avoir une unanimité quand on faisait ce vote considérant ce qui était soclé ou pas. Alors, l'usage des moyens qui ne sont pas ensuite soclés doit faire, comme je vous le disais précédemment, l'objet d'une fiche action par l'opérateur de l'action, validée toujours en vice-présidence, avec les liens forts sur le SDVE. On doit toujours connaître les opérateurs et les acteurs associés. Et par exemple, dans les acteurs associés, il y a un comité étudiant qui est associé aux fiches actions. Le budget prévisionnel, les RH qui y sont associés. On a 2 formes possibles d'usage de nos moyens, soit sur du pluriannuel, soit sur du ponctuel. Petite particularité, l'école d'architecture, qui est donc une composante à personnalité morale, contribue uniquement au volet santé, parce que je ne sais pas si vous savez, mais les écoles d'architecture, elles ne payent pas tout à fait, les étudiants qui sont en école d'archi ne payent pas tout à fait la même CEVEC que les autres, parce qu'ils versent à la DRAC, à la direction des affaires artistiques. Donc, c'est un petit peu particulier pour eux, donc il y a des petites différences pour ces étudiants-là. Merci. Je regarde, c'était la dernière slide. Merci Véronique. Oui, oui. C'est intéressant, ça va sans doute occasionner des questions. On n'est pas en avance, on a pris un peu de retard, mais ce n'est pas très grave. On avait aussi 10 minutes de retard tout à l'heure. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite sur les questions. Alexis, on ne fera pas de conclusion. On remerciera simplement. Et ben, il y en a une première avec Aurélie. Aurélie Brousse, je vous laisse la poser. Oui, bonjour. Je me présente déjà. Donc, je suis Aurélie Brousse, responsable de la politique de site de la Loire pour le Crous de Lyon. Et donc, ce qui m'intéresse dans la dernière présentation qui est faite, c'est le niveau de portage du SDVE avec le Crous. Est-ce que c'est un coporteur? Et si c'est le cas, est-ce que les process pour les dépôts de demande de CVEC sont identiques? C'est-à-dire, est-ce que le Crous dans ces commissions met le même niveau de regard au niveau des axes du SDVE sur les projets qui sont déposés? Véronique. Oui, oui, pardon, j'avais coupé mon micro, je le remettais. Donc, le SDVE, c'est un document qui a été rédigé en partenariat avec le Crous. Après, le SDVE, il est porté de façon globale par l'établissement, par l'université. Le Crous, effectivement, s'inscrit dans certaines des actions, mais le Crous n'a pas le même regard sur les fiches actions qui sont déposées au Crous que la CVE. Ceci étant, le Crous siège en CVE. Ils ont deux voix.
Le VPE étudiant du Crous siège en CVE et la direction générale du Crous siège en CVE. Ok, très bien. Ben, merci pour la réponse. Et c'est très intéressant la dernière précision que vous apportez avec la présence du VPE étudiant dans vos commissions. En fait, pardon, je fais juste une petite précision. Notre commission CVE, elle est constituée pour moitié on va dire, personnel ou politique, strictement équivalent avec les étudiants de l'autre côté. On a un VP CAPM versus le VP CAPM. VP étudiant, VP enseignant. Et à chaque fois, c'est comme ça. Donc, pour les 9 composantes de notre établissement, à chaque fois, on a le VP étudiant de cette composante et le VP politique de cette composante en face. Voilà. Donc, on a une stricte égalité. Voilà. Et on a essayé aussi, enfin, on n'a pas essayé, on a aussi représenté étudiants du CA et étudiants du campus de Valence pour essayer justement d'être dans l'adéquation de cette territorialité. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'ensemble des présentations, peut-être sur les retours d'expérience sur les schémas territoriaux? On va se laisser peut-être jusqu'à 16h30 sur les questions et puis après on rebasculera sur Laurence. Oui, bonjour, donc Laurence Canteri, donc tout fraîchement ex-vice-présidente universitaire de l'Université de Lorraine et je coordonne donc le réseau vécu avec Laurent. Donc moi j'ai bien écouté toutes les présentations. Moi j'ai beaucoup apprécié la présentation de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc j'avais une question pour Madame Maillard, c'est bien ça. Parce que voilà, c'est particulièrement intéressant. Maintenant, je voudrais aussi que vous nous disiez si vous avez eu des difficultés et puis en particulier comment vous faites à l'échelle d'une région pour prendre en compte à la fois les besoins des étudiants qui sont dans les métropoles et aussi les besoins des étudiants qui sont un petit peu sur des sites beaucoup plus petits. On parlait des villes moyennes d'équilibre, mais des fois, il y a des tout petits sites universitaires et faire en sorte qu'à partir d'un pilotage qui soit au niveau de la région, chacun puisse y retrouver ses petits. Voilà, parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce qu'on a tous des universités où il y a des grands et des petits sites. Hein. Oui, alors s'agissant de votre question sur les difficultés qu'on a pu rencontrer, pour l'instant, pas tellement, je dirais.